La Russie continue de gagner des milliards de dollars par an grâce à son gaz. Cela ne devrait pas arriver. Quand la Russie a envahi l'Ukraine en février 2022, l'Occident a imposé des sanctions visant le secteur des combustibles fossiles russes. Ces sanctions ont causé certains dégâts, mais c'est loin d'être suffisant. Entrée l'Ukraine. Pendant que l'Occident parle, l'Ukraine a agi. Elle l'a fait en quelques heures seulement. Ce que les sanctions occidentales ont mis des années à faire. Avec une frappe dévastatrice contre les gazoducs russes, qui a coupé l'une des lignes de vie les plus vitales de Vladimir Poutine pour la guerre. Le 4 août, Defense Mirror a rapporté une série d'explosions qui ont complètement arrêté l'écoulement du gaz dans le gazoduc Central Asia Center. Ce gazoduc, qui traverse la Russie jusqu'à de nombreux territoires d'Asie centrale et transporte le gaz turkmène vers le nord, en direction de la Russie plutôt que directement vers la Chine, a été touché dans la région de Volgograd, en Russie. Selon Defense Mirror, les explosions ont eu lieu 2 jours avant la publication de son rapport, et ont suffi à détruire une section de ce gazoduc vital. Les services d'urgence et la police ont été déployés, mais ils ne pouvaient rien faire. Selon Defense Mirror, le gazoduc a été contraint de fermer indéfiniment. L'Ukraine avait frappé à nouveau. Le Kiev Post a également rapporté l'attaque, en précisant qu'elle a eu lieu près du village de Dynamaskoï, qui se trouve dans le district de Nekaïevski à Volgograd. L'attaque était l'aboutissement de frappes ukrainiennes qui avaient eu lieu le week-end précédent, toutes visant les infrastructures pétrolières et de défense de la Russie. Toutes ont été menées par le service de sécurité de l'Ukraine, le direction principale du renseignement, et les forces de système sans pilote de l'Ukraine, rapporte le média. L'attaque contre le pipeline du centre d'Asie centrale a marqué l'apogée d'un week-end de frappes ayant durement touché le secteur énergétique russe. Et ça a vraiment eu un impact, c'est le moins qu'on puisse dire. Dans son rapport sur la frappe ukrainienne, Euromaidan Press a répété que tout le pipeline avait été fermé. L'arrêt total du gaz a causé d'importants problèmes en Russie, selon le rapport. Cette attaque stratégique, confirmée par le renseignement ukrainien, a perturbé le transit du gaz et affecté l'approvisionnement énergétique de plusieurs sites industriels militaires clés en Russie, dépendantes de centrales énergétiques, qui reçoivent entièrement leur gaz de ce gazoduc. L'objectif de la frappe ukrainienne devient encore plus évident. En surface, frapper un gazoduc aussi massif signifie que l'Ukraine peut empêcher la Russie d'envoyer son gaz à des clients dans toute l'Asie centrale, une partie de ce gaz arrivant ensuite en Chine par d'autres gazoducs. C'est déjà énorme en soi, et c'est un point qui sera approfondi plus tard dans la vidéo. Cependant, le fait sous-estimé est que l'Ukraine a porté plusieurs coups à la Russie le 2 août. Un pipeline est tombé en panne, mais de nombreuses installations de production militaire russes aussi, dont beaucoup dépendent d'un flux constant de gaz pour fonctionner. Sans gaz, plus aucun équipement militaire russe ne sera produit par ces usines. On ignore toujours quand la Russie remettra son pipeline en service. Euromaidan Press rapporte que l'usine de construction de machines d'Emikovski figurait parmi les sites touchés. Cette usine est l'un des plus grands fabricants de véhicules ferroviaires de Russie, et elle fonctionne depuis mai 1935. Le rail est essentiel à l'effort de guerre de la Russie. La plupart des équipements du pays sont transportés par les 122 000 km de voies ferrées qui traversent la nation et s'étendent jusqu'en Ukraine. La dépendance de la Russie au rail est si marquée que l'Ukraine a même commencé à cibler les wagons blindés que Poutine utilise pour approvisionner ses troupes sur les lignes de front. Découvrez-en plus sur ces frappes dans notre vidéo récente. Mais en détruisant le pipeline du centre d'Asie centrale, l'Ukraine vient de porter un coup massif. Cela va empêcher la Russie de construire davantage de véhicules ferroviaires pour remplacer ceux qu'elle perd à cause des frappes ukrainiennes. Au-delà de cette installation, la frappe ukrainienne sur le pipeline a également touché la société aéronautique Mikoyan Gourevitch de Russie. Cette entreprise n'a pas besoin d'être présentée. Elle est à l'origine des avions de chasse Mikoyan Gourevitch, utilisés par la Russie pour lancer missiles et bombes d'armes planantes sur l'Ukraine. L'usine de munitions Magnum K a également été privée de ses approvisionnements vitaux en gaz, ce qui signifie que l'Ukraine vient de marquer un quadruplé. Coup dur, le gaz russe est coupé, les véhicules ferroviaires russes ne sont plus construits. La société aéronautique Mikoyan Gourevitch ne peut plus construire ni restaurer d'avions. Et les munitions qui étaient produites en Russie pour que ces soldats les utilisent sur le front ne sont plus fabriquées.
Tout cela montre pourquoi le gazoduc du centre d'Asie centrale est si important pour l'effort de guerre de la Russie. Mais cela va bien plus loin que ça. La Chine a déjà été mentionnée plusieurs fois dans cette vidéo. Techniquement, le gazoduc du centre d'Asie centrale ne va pas jusqu'en Chine. Comme son nom l'indique, il relie la Russie à plusieurs pays d'Asie centrale avec lesquels elle entretient une relation commerciale gazière. L'Ouzbékistan, le Kazakhstan et le Turkménistan font partie de ces pays, et tous trois dépendent du gazoduc. L'Ukraine a fermé l'acheminement du gaz vers le nord, vers la Russie. Le gazoduc Centre-Asie-Chine relie directement la Chine, contrairement au Centre-Asie-Centre. Ce gazoduc de 1139 miles part du Turkménistan jusqu'au Xinjiang, avec quelques ramifications qui vont en Ouzbékistan et au Kazakhstan. Ces gazoducs approvisionnent la Chine en gaz de façon continue depuis la Russie et les États d'Asie centrale qui sont sous son influence. On voit facilement où cela mène. La Chine, ça ne reçoit peut-être pas directement du gaz du gazoduc que l'Ukraine a fermé le 2 août. Cependant, beaucoup du gaz transporté par ce gazoduc arrive finalement en Asie centrale. Ce n'est pas difficile à supposer. Une grande partie de ce gaz est ensuite envoyée dans le gazoduc Centre-Asie-Centre, permettant à la Russie et aux États d'Asie centrale de fournir la Chine. Tout cela forme un immense réseau. Nous allons bientôt examiner plus en détail la politique qui entoure ce réseau. La Russie utilise ce réseau avec efficacité pour étendre son influence géopolitique en Asie. En ce qui concerne l'Asie centrale, le gazoduc Central Asia Center remplit une double fonction. Il permet à la Russie d'exercer un certain niveau d'influence sur les trois autres pays reliés à ce gazoduc. Les trois pays dépendent, au moins dans une certaine mesure, des revenus qu'ils tirent des achats de leur gaz par la Russie. La Russie le sait. Et elle sait qu'elle pourrait retirer tout cet argent si elle a besoin de remettre l'un de ces trois pays dans le rang. Ce n'est pas qu'elle le fasse. Comme le souligne Euromaidan Press, le gazoduc Central Asia Center achemine également du gaz vers la Russie selon ses besoins, ce qui lui permet d'alimenter le secteur industriel que l'Ukraine vient tout juste de fermer, des sources asiatiques, et le centre d'études de l'Est, Oshrodek Studio of Skodny, ont analysé la tentative russe d'accroître la dépendance des États d'Asie centrale au gaz russe. En octobre 2023, il indique que plusieurs des pays reliés au gazoduc Central Asia Center souhaitent obtenir autant de gaz russe que possible. Ainsi, ils peuvent développer leur propre champ gazier. Encore une fois, c'est excellent pour la Russie. Cela signifie que la Russie peut influencer le développement des champs gaziers dans des pays comme le Kazakhstan et l'Ouzbékistan. Sans la Russie, ces pays ne peuvent pas atteindre leur plein potentiel. Avec la Russie, ils peuvent s'enrichir. La dépendance instaurée par la Russie parmi ces nations demeure limitée, souligne le centre d'études de l'Est, Oshrodek Studio of Skodny. Mais c'est une étape potentielle vers la création de ce que le média appelle une union gazière. Cela permettra d'étendre l'influence déjà considérable de la Russie au sein des territoires d'Asie centrale. Revenons à la connexion évoquée avec la Chine et aux efforts russes pour gagner de l'influence à Pékin via le gaz. Selon le South China Morning Post, le gazoduc Asie Centrale Chine est un projet de 73 milliards de dollars qui permet actuellement à la Chine d'importer 55 milliards de mètres cubes de gaz par an depuis le Turkménistan. Une autre ligne, reliant cette artère principale de gaz, est actuellement en construction, grâce à laquelle la Chine pourra acheter 15 milliards de mètres cubes de gaz supplémentaires chaque année. Une grande partie de ce gaz provient des propres réserves du Turkménistan. Les experts estiment que le pays possède des réserves de gaz comprises entre 50 et 400 000 milliards de pieds cubes. La Chine est le seul client majeur du Turkménistan pour son gaz. Mais quel est le rapport avec la Russie ? IntelliNews l'a précisé dans un article de mai 2024. Il est indiqué que le Turkménistan n'a commencé que récemment à tirer parti de ses vastes réserves de gaz. Et il ne peut le faire que lorsqu'un pays investit massivement dans la construction d'un gazoduc qui le relie au Turkménistan. La Chine l'a fait, et la Russie n'était pas contente. Des désaccords sur les prix entre la Russie et le Turkménistan ont amené la Russie à stopper plusieurs fois ces échanges au cours des 20 dernières années. À partir de 2024, la Russie a tenté d'évincer le Turkménistan du marché du gaz en utilisant le Kazakhstan comme conduit pour le gaz qu'elle envoie en Ouzbékistan, plutôt que pour une livraison directe à la Chine. Doran Abayev, qui était l'ambassadeur du Kazakhstan en Russie,
au moment de l'article d'IntelliNews, a souligné que le plan était déjà en place. Nous parlons de 35 milliards de mètres cubes de gaz qui seront fournis à la Chine, a-t-il déclaré. Et une grande partie de ce gaz n'est pas produite par l'Ouzbékistan. Il provient de la Russie, arrive en Ouzbékistan via le gazoduc Centre-Asie-Centre avant d'être revendu par la ligne Asie-Centrale-Chine. Ce qui se passe avec le gazoduc Asie-Centrale-Chine est un imbroglio complexe de politiques internes et de jeux de pouvoir russes. Mais au final, tout revient au gazoduc que l'Ukraine a détruit le 2 août. Avec ce gazoduc hors service, la Russie ne peut pas envoyer de gaz en Ouzbékistan. Sans ce gaz, la Russie et l'Ouzbékistan ne peuvent poursuivre leur campagne commune pour évincer le Turkménistan de sa position dominante sur le gazoduc Asie-Centrale-Chine. Pas de campagne, pas de pression, et sans pression. La Chine continuera d'acheter au Turkménistan plutôt qu'à un intermédiaire russe. Ainsi, l'influence de la Russie sur la Chine s'affaiblit. Le gazoduc Centre-Asie-Chine est la clé de tout cela. C'est un outil important pour maintenir les réseaux énergétiques de la Russie et des pays d'Asie centrale interconnectés et interdépendants, comme le souligne Euromaidan Press. Tout est une question de levier, et la Russie vient d'en perdre énormément à cause de la mise hors service de son principal gazoduc desservant l'Asie centrale. L'Ukraine a envoyé un message avec son attaque du 2 août. Cela a montré à Poutine que sa cible ne se limite pas aux raffineries et installations militaires. Les gazoducs sont désormais à l'ordre du jour. Ce qui effraie la Russie, c'est que ces gazoducs sont des cibles bien plus faciles que celles déjà frappées par l'Ukraine ces 2 dernières années. Les gazoducs par nature sont d'immenses cibles. S'étendant sur des centaines ou milliers de kilomètres, ces gazoducs sont difficiles à défendre car ils traversent souvent des zones isolées et exposées. Certaines défenses aériennes peuvent être placées à des points critiques des gazoducs, mais aucun pays n'en a assez pour protéger chaque kilomètre. C'est particulièrement le cas pour la Russie, qui a déjà perdu 1205 unités de défense antiaérienne dans la guerre en Ukraine. Et elle est devenue tellement désespérée qu'elle retire des unités S-300 et S-400 d'Asie, les remplaçant par des leurs qui ne servent à rien, selon les médias United 24. Ce n'est pas une grande révélation. La vulnérabilité des gazoducs est connue depuis des décennies. Déjà en 2003, le directeur du programme énergétique de l'époque au Centre d'études stratégiques et internationales, Robert Ebel, avait souligné le problème auprès du Los Angeles Times. Les gazoducs sont des cibles très vulnérables, a déclaré Ebel. Ils sont faciles à attaquer. Il ne faut pas être un génie pour comprendre où l'on peut causer le plus de dégâts, à la fois physiques et psychologiques, avec un minimum d'efforts et un risque minimal d'être attrapé. Il évoquait la situation au Moyen-Orient à l'époque. Pas grand-chose n'a changé en 22 ans depuis, et l'Ukraine vient juste de s'en rendre compte. Le centre d'Asie centrale est la définition même d'une cible facile, étant donné les difficultés de la Russie en matière de défense aérienne. Maintenant que l'Ukraine a prouvé qu'elle pouvait frapper l'oléoduc, il est fort probable que beaucoup plus d'attaques se produiront dans les mois à venir. Tout vise à éliminer le gaz russe. Maintenant, tout cela se produit, alors que la Russie tente désespérément de se détourner de l'Europe et de se tourner vers l'Asie pour trouver des clients pour son gaz. La Warwick Business School au Royaume-Uni indique que le 31 décembre 2024, le contrat de la Russie pour le transit de son gaz via l'Ukraine a expiré. L'Ukraine n'envisageant même pas un renouvellement. Cette expiration est survenue quelques mois avant que l'Union européenne, ou Union européenne, n'instaure l'interdiction de la réexportation du gaz russe vers des pays tiers. Cette interdiction représentait 20% du gaz naturel liquéfié que la Russie exportait vers l'Union européenne, ce qui montre que l'Europe ferme progressivement la porte au gaz russe. En 2025, ces mesures obligent-elles la Russie à dépendre encore davantage du gazoduc Centre-Asie-Centre ? L'Ukraine le sait, et a choisi soigneusement le moment pour fermer ce gazoduc et causer de gros problèmes à la Russie. Attendez une seconde, l'Europe, pour interdire les exportations de gaz russe vers des pays tiers, elle devrait d'abord en importer. L'Europe ne fait-elle pas partie de l'Occident collectif ayant imposé des sanctions ? Oui. Cela nous ramène au point évoqué au début de cette vidéo. La frappe ukrainienne du 2 août a visé non seulement la machine de guerre industrielle de Poutine, mais aussi ses efforts d'influence en Asie centrale et en Chine. C'est une frappe qui s'est déjà montrée aussi
voire plus, efficaces que les sanctions occidentales contre la Russie lors de l'invasion de l'Ukraine. Ces sanctions étaient censées couper les sources de gaz de Poutine bien avant que l'Ukraine ne prenne la situation en main. Ces sanctions incluent l'interdiction par les États-Unis et le Royaume-Uni d'importer du pétrole et du gaz naturel russe, comme l'a rapporté la British Broadcasting Corporation en février 2024. Notez que l'Union européenne n'est pas concernée par ces sanctions, ayant déjà interdit le pétrole maritime avec ses propres mesures. Durant des années de guerre en Ukraine, l'Union européenne n'a pas assez sanctionné le gaz russe pour avoir un réel impact sur la Russie. Une interdiction progressive de l'Union européenne sur le gaz naturel liquéfié russe est en vigueur, ainsi qu'une interdiction des futurs investissements des pays de l'Union européenne dans ce secteur. Il a fallu attendre 2025 pour que l'Union européenne prenne cette direction, ce qui reste le principal problème. La Russie a engrangé des milliards grâce à l'Union européenne, annulant complètement les effets des sanctions dans le processus. La situation était tellement grave que le Centre de recherche sur l'énergie et l'air pur a rapporté en avril 2025 que les importations de gaz russe par l'Union européenne en 2024 dépassaient le montant de l'aide financière que l'organisation avait envoyée à l'Ukraine la même année. Les chiffres ne mentent pas. L'Union européenne a envoyé 2173 milliards de dollars d'aide financière à l'Ukraine en 2024. Cette même année, elle a dépensé 2545 milliards de dollars pour le gaz russe. Bien que les revenus du gaz de la Russie, issus de l'Union européenne, aient baissé de 6% en un an, l'argent continuait d'entrer dans les caisses russes. À quoi servent les sanctions dans ce genre de situation? Pire encore, la baisse des dépenses de l'Union européenne pour le gaz russe n'était pas due au fait que l'Union européenne achetait moins de gaz, elle en achetait davantage. Amber Energy affirme que les importations de gaz russe par l'Union européenne ont en réalité augmenté de 18% en 2024. Donc, l'Union européenne obtenait plus de gaz russe pour moins d'argent qu'en 2023. Un esprit cynique pourrait penser que l'Union européenne profitait des sanctions qui ont affecté la capacité de la Russie à vendre son gaz au prix fort. Cependant, la réalité est, et a toujours été, que l'Union européenne est tellement dépendante du gaz russe qu'un processus de plusieurs années est nécessaire pour que les membres du bloc puissent s'en détacher. Ce processus est en cours. Comme mentionné précédemment, l'Union européenne a mis en place un plan de suppression progressive qui fera qu'aucun contrat de gaz russe ne sera signé d'ici 2028. Mais cela n'arrivera que dans quelques années. L'Ukraine a réalisé en un jour ce que les sanctions occidentales n'ont pas fait en plus de 3 ans de guerre. Et elles n'y parviendront toujours pas avant 2028. La réalité, c'est que les sanctions occidentales ont échoué. Pas complètement. Les sanctions ont eu un impact sur l'économie russe. Le problème, c'est que l'Occident n'a pas réussi à dépasser son approche du trop peu, trop tard. C'est l'avis de la journaliste de Bloomberg Stephanie Baker, qui a publié en 2024 un livre intitulé « Punir Poutine », au cœur de la guerre économique mondiale, pour faire tomber la Russie. Selon le Centre d'analyse des politiques européennes, ou Centre d'analyse des politiques européennes, Stephanie Baker met en avant la façon dont les oligarques russes ont, à maintes reprises, trouvé des moyens de contourner les sanctions imposées contre eux, depuis la brève guerre de la Russie contre la Géorgie en 2008. Le service d'inspection de la protection de l'administration note que l'application laxiste et les sanctions tardives sont des problèmes persistants depuis près de 20 ans. La situation de l'Union européenne avec le gaz russe en est un parfait exemple. Pour que les sanctions sur le gaz nuisent réellement à la Russie, l'Union européenne aurait dû suivre les États-Unis et le Royaume-Uni dans une interdiction totale. Au lieu de cela, il a fallu plusieurs années pour instaurer une interdiction, et celle-ci n'entrera en vigueur que dans quelques années. Alors, peut-on reprocher à l'Ukraine de prendre la situation du gaz en main? Les sanctions ont échoué pour le pays, du moins concernant le gaz. Cependant, l'avenir du gaz semble plus prometteur pour l'Ukraine. L'Union européenne a enfin pris les choses en main, même si c'était trop tard. De nombreux gazoducs russes vers l'Europe perdront de la valeur, mais la Russie en a encore d'autres. Par exemple, le gazoduc Force de Sibérie relie directement la Russie à la Chine. Mais le gazoduc Centre-Asie-Centre était le plan de secours de Poutine face à la possible perte de l'Union européenne comme client gazier. L'Ukraine vient de fermer ce gazoduc, et il n'y a aucun calendrier pour sa remise en service. Même si la Russie le réactive,
L'Ukraine a montré qu'elle pouvait frapper le gazoduc. D'autres frappes viseront ces cibles faciles. L'Ukraine pourrait même organiser des frappes contre le gazoduc Force de Sibérie. La pression que les sanctions étaient censées exercer sur le gaz russe sera enfin appliquée. C'est juste dommage que l'Ukraine ait dû prendre la situation en main pour que cela se produise. Maintenant, l'attention de l'Ukraine sur l'énergie russe ne s'arrête pas au gazoduc Central Asia Center. Les raffineries de pétrole sont aussi une cible majeure, et l'Ukraine vient de frapper directement Saratov. Un nuage en champignons s'est élevé en Russie alors qu'une autre raffinerie de pétrole brûle. Découvrez-en plus dans notre vidéo et n'oubliez pas de vous abonner à The Military Show pour d'autres vidéos sur l'impact dévastateur des frappes ukrainiennes contre l'infrastructure énergétique de la Russie.